Jusqu'à présent, Thiers était chef du pouvoir exécutif de la République française. Ce qui était un paradoxe car il n'y avait pas de régime. Il n'y avait ni république, ni monarchie, ni empire. L'empire s'était effondré, il n'y avait pas de constitution, donc en réalité il n'y a pas de régime politique en France. Mais le 31 août 1871, par la loi Rivet, l'Assemblée décerna à Thiers le titre de président de la République. Là encore, il y a un petit paradoxe, car en réalité, il a les pouvoirs d'un président du Conseil et il est responsable, politiquement responsable, devant l'Assemblée nationale. Ce qui est quelque chose d'assez différent de ce que sera le président de la République par la suite. Et il y a une majorité conservatrice et même monarchiste, et appuyé sur cette majorité, Thiers remit de l'ordre dans le pays. Il restaura les finances, il reconstitua une armée et il rendit de l'autorité aux conseils généraux et aux conseils municipaux. Et surtout, sa grande réussite fut d'obtenir la libération anticipée du territoire dès la fin septembre 1873 par le paiement anticipé de l'énorme indemnité de guerre qui s'élevait à 5 milliards de francs or. Il le fit grâce à 2 emprunts, dont le second, qui fut levé en juillet 1873, demandait 3 milliards et il fut souscrit à hauteur de 42 milliards. On peut donc dire que la confiance était revenue. Et Thiers avait promis à cette assemblée monarchiste qu'il ne s'opposerait pas à une restauration. Toutefois, à la fin de 1872, Thiers se prononça en faveur d'une république conservatrice. Par conséquent, l'Assemblée le remplaça peu après par le maréchal de Mac-Mahon, celui qui avait dit « j'y suis, j'y reste ». L'y voilà de nouveau le 24 mai 1873. Et Mac-Mahon prit comme président du Conseil le duc de Broglie. En août 1871, le comte de Paris se rendit à Frosdorf. Le comte de Paris, c'est le petit-fils de Louis-Philippe, en faveur de qui Louis-Philippe avait d'ailleurs abdiqué en 1848. Et à Frosdorf, il y a le prétendant légitime à la couronne de France, qui est le comte de Chambord. Le comte de Chambord, c'est l'enfant du miracle, le fils du duc de Berry. Il était né en 1820, il était petit-fils de Charles X. Et il était en exil à Frosdorf. Et pourquoi le comte de Paris se rend à Frosdorf? Parce que le comte de Chambord n'a pas d'enfant, et que là, le comte de Chambord va le reconnaître comme héritier du trône après lui. Donc ça réussit la fusion des branches légitimes et orléanistes par cette reconnaissance du comte de Paris comme héritier par le comte de Chambord. Le comte de Chambord va monter sur le trône et puis quand il sera mort, ce sera le comte de Paris et le problème entre légitimistes et orléanistes sera résolu. Et l'Assemblée se prépara à accueillir le prétendant qui s'installa dans une petite maison à Versailles. Mais le comte de Chambord fit savoir qu'il ne voulait pas renoncer au drapeau blanc et à son principe qui allait avec. C'est-à-dire qu'en fait, il ne veut pas d'une monarchie réellement constitutionnelle. Cette affaire se fixe sur le drapeau blanc et c'est bien malheureux car les Français, à la longue, se sont habitués au drapeau tricolore et notamment les militaires qui ont combattu sous les plis de ce drapeau depuis longtemps. Et il y a un petit paradoxe dans cette histoire du drapeau, c'est qu'en réalité, sous l'Ancien Régime, le drapeau blanc n'était pas un drapeau national. C'était le drapeau du roi qui flottait sur ses vaisseaux, mais le drapeau tricolore a été en fait le premier drapeau national. Avant la Révolution de 1789, avant le 19e siècle, c'est que ce sont des drapeaux est assez inexistants parmi les nations. Mais elle va devenir beaucoup plus au 19e siècle. Toujours est-il que ce refus du drapeau tricolore rend la restauration impossible. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Les monarchistes décident de différer le problème. Et le duc de Broglie propose la solution suivante, c'est que le mandat du président de la République sera porté à 7 ans, et que du coup, ça donnera le temps au prétendant légitime de mourir et de laisser tout naturellement la place à son héritier, le comte de Paris. C'est ce qui est décidé le 20 novembre 1873. La loi instaurant le septennat avait été accompagnée de la formation d'une commission parlementaire chargée d'écrire des lois constitutionnelles, mais l'Assemblée était très fragmentée, si bien que les discussions s'éternisaient, ce qui aboutit à une série de lois, les lois constitutionnelles de 1875, dont le point final sera le vote le 30 janvier 1875 de l'amendement Vallon. Et l'amendement Vallon, c'est un amendement qui introduit le mot république. Le régime est défini comme une république et cet amendement sera adopté à une seule voix de majorité. Cette république eh bien, elle est présidée par un président, c'est bien naturel, il est élu donc pour 7 ans par les 2 chambres,
l'Assemblée nationale, qu'on appelle désormais la Chambre des députés, et le Sénat. C'est le président de la République qui nomme le président du Conseil et les ministres, ainsi que les fonctionnaires. Il n'est pas responsable devant la Chambre des députés, et donc, comme il est irresponsable politiquement, tous ses actes doivent être contresignés par un ministre. Mais il a le droit de dissolution. Avec l'accord du Sénat, il peut dissoudre la Chambre des députés. Ce Sénat, il compte 300 membres, dont 75 sont nommés à vie, ce qu'on appelle les sénateurs inamovibles. Ils sont nommés par l'Assemblée nationale, par la Chambre des députés, comme on l'appelle à ce moment-là. Les sénateurs doivent avoir plus de 40 ans et ils sont élus au suffrage indirect par les députés, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement et un délégué par municipalité. Et le Sénat est renouvelé par tiers tous les 3 ans. Les sénateurs sont élus pour 9 ans. Ça ressemble beaucoup à ce qui existe aujourd'hui. Quant à l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, elle est élue au suffrage universel.